Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé entre Israël et la Turquie? L'attaque contre la Syrie, qui préoccupe tellement Israël, parce qu'on vient d'apprendre, il y a quelques instants, que le Mossad israélien s'est entretenu avec le gouvernement syrien, avec Al-Shara, Al-Jolani, et les a avertis des activités turques en Syrie. Et puis, il semble que Benjamin Netanyahou ait dit que les signaux qu'ils essayaient d'envoyer à la Turquie n'avaient pas été pris au sérieux. Donc, vous voyez l'attaque arriver. Il y a une forme de, je dirais, d'inquiétude du côté de Tom Barak. Par exemple, l'administration Trump voit le risque d'une escalade entre Israël et la Turquie. Comment relier tous ces éléments? Parce qu'il y a les élections en Israël. Ils se battent. Netanyahou se bat pour sa survie politique en Israël. Et d'un autre côté, ils intensifient d'une certaine manière les attaques dans le sud du Liban, les attaques contre la Syrie, contre Gaza. Il n'y a aucun moyen de comprendre ce qui se passe en Israël. Que pensez-vous de ces nouvelles attaques contre la Syrie? En gros, Bibi est en grande difficulté. Les sondages et les marchés prédictifs estiment à plus de 70% les chances que Bibi Netanyahou perde les élections d'octobre, et qu'il les perde face au nouveau parti Yachar, fondé par l'ancien général de Tzahal Eisenkot. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Si je l'ai écorché, toutes mes excuses, mais j'écorche tout ce qui touche à la prononciation. Donc il semble qu'il va l'emporter facilement. Et il apparaît que Bibi et les partis de la droite dure pourraient perdre jusqu'à la moitié, voire davantage, des sièges qu'ils avaient obtenus lors de la précédente élection. Et bien sûr, ce n'est pas seulement un désastre politique pour Bibi. C'est aussi un désastre personnel, parce que cela veut dire que ses procès reprennent à plein régime. La plupart des gens qui ont examiné les éléments dans ces procès disent, en gros, qu'il faisait pression sur les gens pour obtenir des tonnes et des tonnes de cigares cubains. Ce que je peux comprendre. Larry et moi, on comprend tous les deux cette habitude-là, mais pas au point d'utiliser des ressources gouvernementales pour ça. Surtout pas en Israël, où les règles contre ça sont très strictes. Ensuite, sa femme commandait pratiquement des tonneaux de champagne par jour. Et Bibi est resté avec elle parce qu'il l'a trompée dans les années 90, s'est fait prendre et s'est dénoncé lui-même en pensant qu'ils étaient sur le point de diffuser une cassette. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de cassette, mais c'était déjà foutu pour lui. Alors, il est collé à elle depuis. Enfin, c'est une vraie pochetronne. Enfin, genre, waouh! Et donc, vous savez faire cracher les gens. Favoritisme fiscal, ce favoritisme-là, cet accord-là, cet autre accord. Et le lobby israélien aux États-Unis a toujours été profondément lié à Bibi et au parti Likoud en particulier. Ce n'est pas le même lobby israélien pour les partis qui ne sont pas liés à Bibi. Les gens se sont concentrés sur Naftali Bennett. Il est très improbable qu'il soit le prochain Premier ministre. Il y a 90% de chances que ce ne soit pas lui. C'est plutôt ce type Eisenkot qui est sorti presque de nulle part. Et dans certains milieux, on espère qu'il modérera la position d'Israël, principalement parce que vous savez, avant le 7 octobre 2023, il avait évoqué l'idée d'une solution à 2 États pour Israël. Cela dit, il n'a pas la réputation d'être tendre sur le plan militaire. C'est le type qui a aidé à imaginer l'idée de punir collectivement des communautés au Liban pour atteindre le Hezbollah. Voilà qui il est sur le plan militaire. Mais c'est aussi le genre de gars pour qui c'est à fond ou rien du tout. Il déteste, ne veut pas, vous savez, de troupes au sol déployées en permanence. Il ne veut pas de conflits interminables permanents. Il ne veut pas aller au-delà de ses capacités. Donc, on suppose qu'il serait bien plus susceptible que Bibi de retirer la présence israélienne de ce qui encourage la guerre avec l'Iran, du sud du Liban, de Gaza et de la Syrie. Et Bibi voit les choses ainsi. Il y a 2 éléments qui se produisent. D'abord,
Dans l'entourage de Bibi en Israël, certains pensent que c'est Sefer, leur dernière chance. C'est pour ça qu'ils vont en quelque sorte jusqu'au bout à Gaza, jusqu'au bout au Liban, jusqu'au bout en Syrie, jusqu'au bout en Iran. Ils vont jusqu'au bout en essayant, vous savez, de provoquer des conflits avec le Qatar et avec la Turquie. Et peut-être aussi en coulisses, avec les Ukrainiens, avec beaucoup de ces différents groupes de type ukrainien, à travers ces diverses attaques sous faux drapeaux contre les Émirats arabes unis, l'Égypte, les Saoudiens, les dirigeants turcs. Et on le voit, parce que l'une des raisons pour lesquelles ils sont désespérés, c'est qu'ils pensent que c'est leur dernier souffle. L'autre raison, c'est qu'ils pensent que c'est la seule manière d'inverser le résultat de l'élection, en créant un maximum de risques sécuritaires et de peur au sein de l'opinion publique israélienne. Il semble que ce soit là-dessus que Bibi mise tout. Mais ça ne marche pas. Alistair Crooks suit la presse hébraïque. Elle détaille comment, en gros, Bibi se retrouve avec un scandale à la arme de destruction massive en Irak. Les propres services de renseignement militaire israéliens, ainsi que les analystes du Mossad, ont dit à Bibi qu'en réalité, l'Iran n'était absolument pas prêt d'obtenir l'arme nucléaire, en termes d'intention. Ils ont toujours eu la capacité, mais pas l'intention. Ils ont aussi dit que le régime iranien ne s'effondrerait pas, et que ce ne serait pas une guerre de 4 ou 5 jours. Et pourtant, Bibi a retenu et dissimulé ces informations, et il a menti au président des États-Unis sur ce que lui disaient ses propres services de renseignement. Donc, à un moment ou à un autre, ça va éclater en scandale. Et puis, Israël a un problème de fuite des cerveaux. C'est l'un des thèmes de campagne sur lesquels Eisenhower fait campagne. Ils perdent certains de leurs éléments les plus qualifiés depuis 3 ou 4 ans. Ils ne veulent pas être impliqués dans ces conflits sans fin. Donc, je pense que vous ne verrez pas Bibi céder du tout d'ici au jour de l'élection. Trump a pensé, pendant un temps, qu'il pourrait le faire reculer en échange d'un soutien de Trump, en pensant que cela lui permettrait de l'emporter. Et c'était le message de Kushner lorsqu'il est allé lui rendre visite. Mais on pouvait le voir au comportement de Kushner ensuite. Il a été très désinvolte à l'égard de la position du Hamas, après avoir promis au Hamas l'inverse la veille. Il disait, vous savez, qu'il pourrait entrer dans un délai de 60 à 90 jours. Donc, tout cela consiste à tenter de négocier et de composer avec l'intérêt politique personnel de Bibi et avec la question de savoir s'il va faire exploser le monde d'ici au jour de l'élection, juste pour sauver sa peau. Et c'est en grande partie ce qui se passe. L'autre facteur, ce sont ce qui semble être des opérations de renseignement du type opération Gladio, à la manière de Cuba après Batista, qui mènent toutes sortes d'opérations sous faux drapeaux et d'événements de type terroriste à travers le Moyen-Orient. Je sais que vous avez interviewé le professeur Marandi. Vous avez identifié cela comme un risque potentiel, un point de danger. Et c'est partout. Les gens doivent revenir là-dessus et regarder comment nous avons mené l'opération Gladio, comment nous avons travaillé avec le crime organisé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Lucky Luciano qui a aidé à mettre cela en place. Puis comment ça s'est prolongé avec la mafia corse qui a mis en place la French Connection et tout le reste. La première chose qu'on fait quand on va en Afghanistan, c'est de s'assurer qu'ils remettent ces champs de pavots en activité et que l'opium recommence à circuler. Même chose au Vietnam, avec Air America, comme on le sait bien. On a fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale avec Lucky Luciano, qui était l'un des rois du trafic de drogue bien avant tous les autres. Pareil avec les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique, dans les années 80 et 90. C'est détaillé dans un large éventail d'œuvres cinématographiques. Mais ça apparaît aussi dans les archives judiciaires réelles ou dans le travail de journalistes comme Gary Webb.
Alors, on s'est associé à ces gens ignobles parce que ce sont les meilleurs dans la traite des êtres humains. Ce sont les meilleurs pour blanchir l'information. Ce sont les meilleurs en matière de blanchiment d'argent, les meilleurs pour le sabotage, l'extorsion, les menaces et les pots de vin. Quand vous voulez déstabiliser un gouvernement, en prendre le contrôle ou le protéger d'une rébellion révolutionnaire, ce sont des gens du crime organisé, compétents dans ce domaine, qu'il vous faut. C'est ce que nous faisions après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu l'opération Gladio, avec ses armées clandestines, laissées en place à travers l'Europe centrale et orientale, et même dans certaines parties de l'Europe occidentale. Ces armées clandestines ont alors fusionné avec des éléments du crime organisé. L'objectif était de les laisser sur place, avec des caches d'armes et une formation déjà acquise au cas où les Soviétiques envahiraient. C'était le principe. Le problème, c'était avec qui nous faisions alliance et ce que nous leur laissions comme outils et techniques. Cela a créé toutes sortes de problèmes qui se sont manifestés par le terrorisme, les vols et diverses activités de crime organisé, de l'Italie aux Pays-Bas, dans les années 70, 80 et au début des années 90. Nous avons essayé de les réprimer, mais ils finissaient toujours par refaire surface. L'un des endroits où nous avons le plus mené l'opération Gladio, c'était l'Ukraine. Ce ne sont donc pas les gens les plus amicaux, ni les plus fréquentables à laisser au pouvoir. Ensuite, regardez comment nous avons utilisé les Cubains de l'après-Batista. Ces Cubains faisaient partie du gouvernement Batista et ont fui quand Fidel a pris le pouvoir. Des gens comme Félix Rodríguez, qu'on retrouve partout, depuis le meurtre d'Ernesto Che Guevara en Bolivie, contre les ordres des États-Unis d'ailleurs, jusqu'à porter sa montre pendant les 20 années suivantes et s'en vanter, puis à se retrouver 20 ans plus tard au cœur de l'affaire Iran-Contra. Nous utilisons les Cubains comme une sorte d'intermédiaire gris entre deux mondes, pour blanchir de l'argent, blanchir de l'information, faire le lien entre le milieu du crime organisé et le monde institutionnel, gouvernemental. Et l'autre avantage, c'est que vous savez vous basculer dans le trafic de drogue, le trafic d'armes ou la traite des êtres humains, et vous créez des liquidités indépendantes, totalement hors comptabilité, pour diverses opérations de renseignement à l'échelle mondiale. Il me semble que nous avons fait ça avec les Ukrainiens. Ça se tient. C'était l'endroit de prédilection de tous les gens du genre Soros, l'endroit préféré de George Soros, l'Ukraine, où il se mêlait de tout après 1990. Il y avait aussi l'aspect résiduel de l'opération Gladio, qui a consisté notamment à créer un faux récit de nationalisme ukrainien. Financé en grande partie par Harvard dans les années 1970 et qui a reformulé l'histoire des famines soviétiques pour en faire une histoire anti-ukrainienne. Tout ce genre de choses. Mais on dirait qu'on a armé un tas de dingues, des types néo-nazis, des mercenaires. On a fait venir des tueurs à gages, des cartels colombiens. On a fait venir des terroristes islamistes. On a en quelque sorte utilisé beaucoup de moudjahidines en Afghanistan de cette manière, puis plus tard d'autres groupes dans l'ensemble du monde islamique, sunnite, wahhabite. Il y a une raison pour laquelle ils réapparaissent sans cesse en commettant des attentats, mais n'attaquent jamais Israël. Oui, c'est en quelque sorte révélateur de qui les finance et les soutient. On les a même envoyés en Ukraine. Alors on les met tous ensemble. Rencontrez votre frère terroriste islamiste sunnite, votre frère du crime organisé, votre frère des cartels colombiens, votre néo-nazi ukrainien. Je soupçonne donc qu'ils apparaissent dans tous ces endroits. Ils pourraient être dans des pays comme Israël, ils pourraient être dans des pays comme l'Égypte, ils pourraient expliquer ces attaques inexpliquées qu'on voyait de manière sporadique, mais qui ont commencé à atteindre un pic au cours du dernier mois. Et quel est le lien? Bibi Netanyahou est en grande difficulté politique en Israël. Il a besoin que tout explose.
que ce soit tellement chaotique et que le public ait tellement peur qu'il soit réélu. C'est sa dernière chance de gagner. Et malheureusement, c'est pour ça que je pense qu'on assistera à une escalade plutôt qu'à une diminution de tout cela. Malgré les appels de Kushner à conclure un accord, à se montrer conciliant dans un échange pour obtenir le soutien de Trump. Il ne semble pas que cela l'ait convaincu. Yeah. How do you see the conflict Comment voyez-vous le conflit dans le golfe Persique autour du détroit d'Ormuz? D'un côté, Donald Trump a déclaré hier qu'il avait cessé de négocier avec les Iraniens, alors qu'il n'y avait pas de négociations d'ailleurs. Mais il a cessé ces négociations et parle d'étrangler l'économie iranienne, d'exercer une pression sur l'Iran. Et ce blocage va se poursuivre. Il parle aussi de réduire l'importance de cette route commerciale par Ormuz. Donald Trump a dit que l'une des alternatives serait le Texas, la Louisiane, vous savez. Mais quand on regarde la situation, on a l'impression que les deux parties restent en retrait, s'observent, vous savez, et réfléchissent. Quelle sera la prochaine étape? Quel sera le prochain mouvement? Comment voyez-vous la situation? Quel pourrait être le prochain mouvement des deux côtés, de la part des Iraniens ou de celle des États-Unis? on the two sides, on the part of Iranians or on the part of the United States? Vous savez, je pense que les Iraniens cherchent à attirer Trump de nouveau dans un conflit d'une manière qui, selon eux, leur donnerait l'avantage. Cela aggraverait le préjudice économique pour Trump juste à la veille des élections de mi-mandat, le coulerait lors de ces élections et leur apporterait une forme non seulement de revanche, mais aussi de dissuasion politique et concrète. Parce qu'un Trump, face à une Chambre des représentants démocrates et à un Sénat démocrate, passerait tout son temps à repousser des enquêtes et des procédures de destitution. Et ce n'est pas une bonne position pour essayer de faire la guerre à l'Iran. Je pense que c'est, semble-t-il, leur logique. Cela dit, vous savez, j'ai écrit un article sur Substack concernant l'opinion publique iranienne. Et il était clair, dès octobre, avant ce conflit, que cette opinion s'était durcie. L'opinion publique iranienne est passée d'un accord avec le guide suprême sur le fait de ne pas utiliser ni développer d'armes nucléaires, à la conviction que l'islam soutenait le développement d'armes nucléaires. Et cela, c'était avant la guerre. Et je suppose que ces chiffres se situent entre la fin des 60 et le début des 70%. Donc, le durcissement de la position de l'opinion publique iranienne et de ses dirigeants reflète ce qu'ils observaient dans la population. Et s'ils avaient le moindre doute, les funérailles et la réaction à ces funérailles de l'ayatollah et de sa petite fille de 4 ans, ce petit cercueil devant tous les autres, ont montré très clairement où en était cette opinion publique. Je veux dire, le président iranien essayait de se justifier sur le fait qu'ils aient mené le moindre niveau de diplomatie. Et ils ont toujours fait monter les enchères avec Trump. Autrement dit, si Trump retirait brutalement son accord, le mur gagnait 3 mètres de plus, comme Trump aimait à le dire pendant le débat sur le mur mexicain lors de la présidentielle de 2016. Donc, à chaque fois qu'ils retiraient brutalement l'accord, ils allaient lui faire payer un prix plus élevé. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas récompenser Trump lorsqu'il retire des accords, ou lorsqu'il profère des menaces d'extorsion. C'est pourquoi le protocole d'accord est passé de quelque chose dont ils pouvaient discuter à « non, maintenant vous devez concrètement respecter chacun de ces termes avant que nous ouvrions le détroit ». Donc, dans le cadre du blocus, nous ouvrirons un peu plus le détroit. Libérez les fonds, nos fonds gelés, et nous ouvrirons un peu plus le détroit. Et levez les sanctions. Nous ouvrirons un peu plus le détroit. Réduisez votre présence militaire au Moyen-Orient. Nous ouvrirons un peu plus le détroit. Voilà l'accord. Ils ne vont pas se fier à un accord. Ils vont se fier aux actes. Je pense que c'est pragmatique dans les circonstances actuelles parce que Trump a montré qu'il était incapable de conclure un accord. Que vous l'attribuiez,
comme moi, à un changement de personnalité et à une dégradation de son état de santé mentale. D'après ce que des personnes très proches du président m'ont dit dès janvier, cela durait depuis des mois, ou que vous regardiez simplement son comportement au cours des 6 derniers mois. Il ne peut respecter aucun accord. Donc, si l'on regarde les réalités pratiques pour Trump, il ne peut raconter des salades que jusqu'à un certain point. Donc aujourd'hui, Scott Bessent essaye de doubler les achats d'obligations à 30 ans, parce que leur taux vient d'atteindre son niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale. Même chose pour les obligations à 20 ans et à 10 ans. Les taux ne cessent de frôler ces niveaux. Ensuite, il y a le carry trade sur le yen japonais. La semaine dernière encore, il a dû soutenir le yen japonais, en raison de l'ampleur des bons du Trésor américain détenus par les Japonais. On ne voulait pas qu'il commence à déverser massivement ses titres du Trésor sur le marché, pas à ce moment précis. Mais en même temps, il a besoin que le carry trade sur le yen japonais continue, parce qu'on peut emprunter en yen à des taux bien plus faibles qu'aux États-Unis. Et cet argent a ensuite été canalisé et a alimenté une grande partie de la hausse des marchés actions occidentaux. Or, les taux d'intérêt japonais continuent de monter, encore et encore. Ce ne sont pas seulement les taux d'intérêt américains. Les taux d'intérêt allemands atteignent des niveaux records. Les taux d'intérêt français atteignent des niveaux records. On attend que les gilts britanniques nous ramènent à une nouvelle crise des gilts au Royaume-Uni. C'est donc le signe que le marché obligataire n'apprécie pas ce qui se passe sur la scène mondiale. Et puis, vous savez, Trump continue de vider les réserves stratégiques, en faisant comme si on n'avait pas de problème. Mais vous pouvez raconter n'importe quoi sur Fox News. Tout le monde va à la pompe et voit les prix. Tous ceux qui dépendent du diesel voient les prix. Tous ceux qui ont besoin de carburant aviation voient les prix. Et ces prix montent. Et le diesel est bien sûr essentiel à l'économie américaine, parce qu'il joue un rôle crucial dans le transport des biens essentiels et nécessaires à travers toute notre économie. Car l'Amérique est un très grand pays. Ce sont donc des réalités auxquelles on ne peut pas échapper, des réalités qu'on ne peut pas ignorer. On peut faire comme si elles n'existaient pas, mais les électeurs les voient en temps réel. Donc, le marché obligataire dit autre chose. Traditionnellement, l'indice TACO a été établi par Deutsche Bank et d'autres. Quand le taux à 10 ans dépassait 4,5%, quand l'essence dépassait $4 et quand sa cote d'approbation tombait dans les 30%, Trump faisait machine arrière. Eh bien, sa cote d'approbation est autour de 33%. L'essence est constamment bien au-dessus de $4 le gallon. C'est à l'un de ces niveaux les plus élevés depuis 20, 40, voire 50 ans, selon l'endroit où l'on se trouve. Et le taux à 10 ans est à 4,7 et continue de monter. Tout cela indique donc que Trump doit se dégonfler. Ensuite, il y a les limites militaires que Kaine tenait tant à expliquer à Trump. Il les a divulguées à quelqu'un que Trump a ensuite licencié, juste avant que tout cela ne commence. Egset lui reproche ça avec véhémence depuis un moment. Mais une fois que l'attaque en Jordanie a eu lieu et que Trump l'a vu en temps réel, il a compris qu'il n'avait ni les armes offensives ni les armes défensives dont il aurait besoin pour repartir dans un conflit militaire à grande échelle avec l'Iran. Et l'Iran le sait aussi. C'est pourquoi l'Iran comprend que Trump est très vulnérable en ce moment. Les élections approchent. L'économie est à bout de souffle et sa vulnérabilité militaire concrète est à son plus haut niveau, avec une attrition massive et un moral en berne parmi nos soldats, nos marines et nos aviateurs, qui écrivent sur les avions des choses comme « Sois sage, va bombarder l'Iran ». On n'a pas vu un tel niveau de protestation publique dans un conflit américain depuis le Vietnam. Il faut remonter au Vietnam
pour voir sortir au grand jour à quel point de nombreux soldats américains étaient profondément mécontents de ce conflit et n'étaient ni bien traités ni bien pris en charge. Et ce n'est pas seulement l'USS Lincoln, c'est pratiquement tous les navires dans la région. Cela concerne de larges parties de... J'ai eu des retours d'un éventail de militaires. Je ne vais pas expliquer pourquoi certains m'ont contacté, pour des raisons juridiques. Mais en gros, ce qu'ils décrivaient il y a des mois, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était déjà grave à l'époque. Imaginez ce que c'est aujourd'hui. On n'avait rien prévu pour ça. On avait prévu une guerre de 4 jours. Donc on n'avait aucune logistique. C'est comme si, qu'est-ce qui se passe s'ils détruisent? Comment peut-on ne pas prévoir de scénario? Qu'est-ce qu'on fait s'ils détruisent la base navale à Bahreïn, la base de la 5e flotte? Qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, c'était ça la réponse de nos experts militaires. Tous ces généraux, ils reçoivent toujours plus de petites décorations sur leurs revers, leurs petits insignes, en fonction de tout ce qu'ils perdent. C'est ça? Ils disent « Oh non, j'en ai perdu 9. Non, toi tu n'en as perdu que 3. » Voilà à quoi servent nos généraux. Ils sont totalement inutiles, à part se remplir les poches grâce au complexe militaro-industriel et aller raconter des conneries sur Fox auxquelles Trump adhère de temps en temps. Puis il revient et dit, vous savez, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Une idée complètement dingue que Keane, Kellogg ou l'un de ses autres cinglés a sorti. Et Keane lui redira non. Bien sûr, entre-temps, il continue de tâter le terrain. Peut-être qu'on pourrait utiliser des armes nucléaires. Qu'est-ce que vous pensez de quelques armes nucléaires? C'est la 3e fois qu'il fait ça pendant la guerre en Iran. Et pour la 3e fois, on lui a dit non, à Camp David. Mais si ça a fuité jusqu'à Marjorie Taylor Greene, c'est parce que Trump était reparti là-dessus. Ils sont sortis faire une sorte de démenti. Mais ça m'a inquiété. Ils n'ont pas totalement démenti. Je voulais qu'il fasse ce qu'il a été forcé de faire les 2 dernières fois que c'est arrivé. Dire publiquement, je ne ferai jamais ça. Au lieu de ça, il a fait comme si Marjorie Taylor Greene ne savait pas de quoi elle parlait. D'accord, qu'ils disent clairement, il n'y a absolument aucune chance que vous utilisiez un jour des armes nucléaires. Point final. Pas dans ces circonstances. Et cette fois, il ne l'a pas vraiment fait, ce qui est un peu inquiétant. Il y a donc une forte opposition, ne serait-ce qu'à l'idée de les utiliser. Mais pas de la part de Trump lui-même, malheureusement, parce que son cerveau est un peu grillé. C'est comme ces vieilles pubs américaines des années 80 avec les œufs qui frisent dans la poêle. Elles disaient « Voilà votre cerveau sous drogue ». Eh bien, c'est en gros pareil avec votre cerveau sous Laura Loomer. Vous finissez comme Trump aujourd'hui. Mais espérons que le reste du monde garde suffisamment son sang-froid pour éviter que tout explose gravement. Trump est toutefois dans une situation militaire, monétaire et politique, où il ne peut pas vraiment escalader sans que le retour de bâton ne le frappe davantage qu'il ne frappe l'Iran. Et il le sait.